Une signature. On a l'impression que c'est la marque la plus personnelle qui soit, non? Et pourtant, imaginez un instant que cet acte, cet instant où l'on affirme son identité, soit aussi et en même temps une manière de disparaître. C'est ce paradoxe incroyable qu'on va décortiquer aujourd'hui en suivant la piste du philosophe Jacques Derrida dans son analyse du poète Francis Ponge. Alors, la question qui va nous guider, elle est à la fois simple et assez vertigineuse. Et si une signature, au lieu d'être un point final qui affirme une identité, était en fait un événement qui l'efface? Bon, pour se lancer dans cette enquête, il faut commencer par la base. Première partie, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans un nom? Alors, on a nos deux protagonistes. Dans le rôle du détective un peu cérébral, on a le philosophe Jacques Derrida. Et puis, sa victime, ou plutôt, disons, l'objet de son enquête, le poète Francis Ponge. Et la scène du crime, si on peut l'appeler comme ça, c'est ce livre, signé Ponge. C'est notre pièce à conviction principale. C'est dans ce texte que Derrida va se lancer sur les traces de Ponge, en suivant les mots à la lettre. Et comme dans toute bonne enquête, tout part d'un indice minuscule. Une seule petite phrase, qui n'a l'air de rien comme ça. Francis Ponge se sera remarqué. C'est avec cette phrase que Derrida va lancer ce qu'il appelle son attaque. Allez, on sort la loupe et on regarde cet indice de plus près. Deuxième partie, l'attaque de Derrida. Alors que cache cette phrase? Premier sens possible, le plus évident, Ponge sera remarqué lui-même. Ici c'est simple, c'est lui le sujet, c'est lui qui agit, il est en contrôle. Mais il y a une deuxième lecture possible, beaucoup plus passive. Ponge aura été remarqué par les autres. Et là, attention, tout bascule. L'auteur n'est plus tout à fait le seul maître à bord, c'est comme si le langage lui-même commençait à jouer sa propre partie. Ce double sens, ça nous ouvre sur une question assez folle. Que se passe-t-il quand l'objet qu'on décrit, la chose dont on parle, se met tout à coup à avoir son mot à dire? Si cette chose se mettait à imposer ses propres règles du jeu à l'écrivain? Et là, on arrive au cœur de la pensée de Derrida. Troisième partie, la chose qui écrit. Derrida donne un nom à ce concept, l'hétéronomie. L'idée est puissante, c'est quand la chose dont on parle impose sa propre loi à l'écrivain. Et du coup, ce dernier n'est plus en contrôle absolu de son texte. C'est un vrai renversement de perspective. On a l'habitude de penser que l'écrivain est le maître, celui qui impose le sens. Mais avec l'hétéronomie, l'équilibre des forces change complètement. La chose décrite se met à dicter sa loi, elle a ses propres exigences, elle devient un autre, avec qui il faut négocier. D'ailleurs, Derrida emploie des mots très forts pour décrire ça. La chose demande l'impossible. Elle demande cela même qui est impossible. C'est un peu comme si l'écrivain signait un contrat avec une dette infinie envers son sujet, une dette impossible à rembourser. Et c'est justement là que le piège se referme sur l'écrivain. Quatrième partie, le paradoxe de la signature. Le point clé ici, c'est ce que Derrida appelle une double contrainte. En gros, une situation sans issue. Pensez-y une seconde. Pour signer, il faut bien mettre son nom dans le texte, pour dire « c'est moi ». Mais à la seconde où on le fait, ce nom devient juste un mot parmi les autres, un objet. La signature est donc prise au piège. Elle doit être unique, mais elle doit aussi se fondre dans l'œuvre. Elle devient à la fois un monument à la gloire de son auteur et son tombeau. Du coup, la question qui se pose est inévitable. Comment est-ce possible qu'un nom, la marque même de l'identité, soit aussi ce qui l'a fait disparaître? Et la réponse, la clé de cette énigme, elle était cachée juste sous nos yeux, dans le nom lui-même. Cinquième partie. Ponge devient une éponge. Regardons maintenant cet indice final, celui qui était là depuis le début, juste le nom, Ponge, un nom propre, une identité, a priori unique. Sauf que dans ce nom, Derrida repère un petit glissement, un jeu de mots, qui est la clé de toute son analyse. Ponge, qui devient éponge. Et là, tout s'éclaire. L'éponge devient la métaphore parfaite de la signature. C'est un objet qui a une nature complètement double, contradictoire. Une éponge, ça absorbe et ça efface. Ça nettoie et ça peut souiller. Ça préserve et ça détruit. Et Ponge lui-même, cité par Derrida, avait décrit cette étrange dualité. L'éponge n'est que muscle et se remplit de vent, d'eau propre ou d'eau sale selon. Cette gymnastique est ignoble. Alors, ignoble ici, ce n'est pas un jugement moral. Ça veut dire qu'elle ne choisit pas, elle ne fait pas de tri. Elle prend les contraires sans faire de distinction. Exactement comme la signature. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle. On arrive à la conclusion de l'enquête. Dernière partie, le nom qui efface. Alors, la métaphore de l'éponge, elle résout notre paradoxe en 4 temps. Premier temps, la signature éponge absorbe l'identité unique de l'auteur. Deuxième temps,
Elle retient cette identité, elle la garde en mémoire comme une marque. Mais, et c'est le moment crucial, le troisième temps, en faisant ça, elle la nettoie de ce qui la rendait unique. Elle la rend répétable, citable. Et enfin, quatrième temps, elle efface la personne privée qui est derrière pour ne laisser qu'une marque publique. La conclusion, finalement, est assez folle. Chaque signature est une éponge. Elle s'imbibe du soi, de l'identité, pour ensuite être essorée, et ne laisser derrière elle qu'une trace. Une trace qui est tout à la fois une présence et une absence. Ce qui laisse une dernière question en suspens. Une fois que l'encre est sèche, que reste-t-il vraiment de la personne qui a signé ?